à tous. Tout à l'heure, vous verrez que c'est un jour un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'on va recevoir en direct et live le groupe Koseïka, enfin une grosse partie du groupe. Je crois qu'elles sont à peu près 14. On va faire un petit plan rapide. Oui, on les voit. Je ne vais pas donner tous les prénoms parce qu'il y en a trop, mais au moins, je sais qu'on va parler avec Marielle. Bonjour. Bonjour. Oui, avec Chadé, bonjour. Et avec Yasmina aussi, bonjour, et on va les entendre dans un instant. Sinon, un peu plus tard, on va encore parler de carnaval avec Madame Marilène Ferdi, qui a invité Monsieur Loulou, on l'appelle Louis Collomb. Avec eux, on va parler de l'évolution du carnaval guadeloupéen, mais ce sera vers 13h30. Mais avant, on va recevoir Jacques Bangou, qui est vice-président de la commission aménagement de l'espace économique de Cap Excellence. On parlera avec lui de ce dispositif avec Madame Leslie Lopin. Mais avant de faire l'actualité, on va tout de suite rejoindre une autre personne qui va nous parler de carnaval rapidement, Amel Falia. Est-ce qu'on l'a déjà au téléphone? Oui, Amel Falia. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors, oui, on vous a ouvert une petite fenêtre alors qu'on est avec nous, le groupe Koseïka. Alors, qu'est-ce qui va se passer au MAC lundi? Alors, lundi 20 au MAC, à 15h précises, nous aurons le Massariban, qui est un patrimoine immatériel qui est en passe de disparaître, et nous le faisons renaître ce lundi 20 au MAC. Donc, avec l'association Patoré, en collaboration avec l'association Patoré, 50-50 Massarobet, et notre maître de ruban sera Rudy Benjamin. D'accord. Donc, à partir de 15h, alors, c'est un spectacle, c'est un show, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une cérémonie. Une cérémonie. Oui. Voilà, qui symbolise le lionnage entre les communautés guadeloupéennes. D'accord. Les communautés qui composent le peuple guadeloupéen. Alors, donc, je vois l'invitation, Vine Joine Valais à Solidarité à Masse. C'est bien ça, hein? C'est ça, oui. C'est ça. Bon. Voilà. Donc, les différentes communautés seront représentées et symbolisées par ce nouage de ruban autour du mât. Bien, on attend cette cérémonie avec impatience. Donc, rendez-vous lundi à partir de 20h. À partir de 15h. De 15h, pardon, lundi 20 à partir de 15h. J'imagine qu'il faut venir très tôt pour trouver sa place. Exactement. N'oubliez pas de ramener de quoi vous asseoir. Oui. Pour profiter pleinement de cette cérémonie qui aura lieu place de la commémoration au Mémorial Act. Voilà, merci Amel. Et puis le rendez-vous est pris pour lundi à partir de 15h. Merci pour ce Massariban. Bien, on ne quitte pas le carnaval puisque les groupes à masse, mais cette fois-ci on a un groupe culturel avec nous, Koseïka, que toute la Guadeloupe connaît, même au-delà de la Guadeloupe, ce sont des femmes qui jouent merveilleusement la musique guadeloupéenne. Vous venez avec nous autres là. Et on va leur faire parler, parce qu'il y a un clip, une vidéo qui commence à circuler, qu'on commence à connaître. Et c'est la raison pour laquelle je reçois avec moi Marielle, Chadé et Yasmina. Merci. Le S, c'est que pour toi. Hein? Pardon? C'est Yamine. Yamine. Bon, alors Yamine. Alors, Yamine, deux petits mots quand même sur Koseïka. Koseïka, plus en forme que jamais, on dira. Oui. Hein? Après, quand même, une bonne avancée, beaucoup de travail, on dirait aussi, beaucoup de mise en place et de ténacité de notre directeur artistique. Koseïka, avec les filles, on est là, on essaie de... Combien au total? Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, voilà, quand même. Une bonne vingtaine. Donc là, pour pouvoir avoir un bon petit son, puisque c'est le carnaval, on va marquer ça dans ZCL. Oui. C'est important aussi que le groupe soit réuni, sachant que tout le monde est bien occupé, puisque tout le monde est dans son masse actuellement, tout le monde est actif dans son masse. Mais voilà, aujourd'hui, on a tenu à être là avec vous, Danick, avec ZCL, pour aussi montrer que les femmes sont là plus que jamais, que le travail continue et que Koseïka, oui, on prend de l'ampleur et on espère aller loin. Alors, je me tourne vers Chadé. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une vidéo qui circule depuis quelque temps. Alors, un petit peu l'histoire de cette vidéo qu'on va voir dans un instant. Alors, il s'agit donc du clip, effectivement, Hello, la reprise de la fameuse Adèle. Oui. Donc, le clip a été tourné il y a quelques mois dans des conditions magnifiques, avec de super beaux paysages. Donc, je laisse découvrir le public pour cette magnifique reprise de notre directeur artistique et du groupe.
Alors, il faut aussi donner la parole à tout le monde. Alors, mais bien sûr, elle va nous dire de petits mots. Alors, je remarque qu'il y a du rouge, du vert et du jaune. Pourquoi ces couleurs? Alors, il n'y a pas spécialement que du rouge, du jaune, du vert. Ah, bon, il y a d'autres couleurs. Mais nous il y a sommes, du bleu aussi. voilà, Les couleurs de la vie. Voilà, les couleurs de la vie, la joie. Voilà, nous sommes là en harmonie. Voilà. C'est comme les fleurs, en fait, Les fleurs, de la Guadeloupe. Hein. Ah, vous êtes des fleurs. Mais, J'ai pas dit des plantes. J'ai pas dit des plantes. J'ai pas dit des plantes, j'ai dit des fleurs. Magnifique bouquet de fleurs. Voilà, magnifique bouquet de fleurs. Mais ça se passe bien au groupe Kozega. C'est pas trop difficile pour les entraînements réguliers? Non, ça se passe super bien. Nous avons vraiment des horaires dédiés à cela. Nous avons des répétitions vraiment dédiées à cela. Donc Oui. là, pour le moment, on a mis un petit temps mort aux répétitions parce que nous sommes toutes dans des groupes à peau. Alors justement, c'est ça que j'ai vu. Tout clair. le monde n'est pas dans le même groupe. Non. Alors, Non. je vais essayer de passer en revue rapidement. Alors, toi, Nation avec Maron. Clé là. masque à clé. Pour le moment. Akio, Gardez bon. Moun Kimoun, Akio, Moun ki moun. Moun Kimoun, Et Akio. Akio. Elle n'est pas dans le Pas groupe. encore. Bon, alors on vous verra. Mais par contre, elle est... Elle est à Kozega quand même. Non, oui, elle est à Ouais, Kozéika, vas-y. mais Alicia, tu peux nous parler de ton groupe, par contre. Oui, je fais partie de l'association. On va pas l'entendre parce qu'elle est loin du micro. Ah, Oui. Elle fait partie de l'association. La On a un micro, Couvéranda. portatif. oui, on peut oui, lui oui, donner. ah oui, tiens. Vas-y. On va entendre ta jolie Oui. voix. Je fais partie de l'association La Couvéranda. C'est des jeunes qui De apprennent Sainte-Anne. à jouer. Oui, des jeunes Vous de avez sorti Sainte-Anne. un CD. Oui, et on est passé à Canadis. Je sais. Non, je sais, je me souviens. Oui, c'était nous. C'était vous. Bon, ben voilà. On regarde la vidéo et puis on revient en musique tout de suite après. C'est parti. C'est moi, des gamins de moi, si après ça tombe, parce que tu voulais nous voir, pour nous prendre, si tout s'étire, yo, c'est temps et qu'à passer, guéri tout beaucoup, mais ailleurs pour moi, beaucoup changer. Hello, est-ce qu'attends moi, quand il est là, on a qu'à songer, moment passé, j'en oublié, les nous petits vrais plus jeunes. Je te lis, moi oublié qui j'en s'atteignait avant. Toute putain bien déchirée dans des différences entre nous deux ou un paquet à kilomètres. Hello depuis l'autre côté là, on doit déjà crier combien de fois on m'a dit désolé pour tout détail qu'on fait, mais à chaque fois que vous t'aidez, au pas j'ai à casa. Hello pas si l'autre boule là, comment peut-il essayer on te voit, comment peut-il désolé, pas sembler c'est qu'il ça passe sa vie à rien, ça clair, que ça pas qu'à toucher ou plus qui ça. Hello, pigeon. Moi puis mon nid en moins palais qui de moi pardon pour ça aussi. On savait que ça caille pas. Est-ce où il va échapper là nous je savais pas j'en ai ni en rien qui passé et ça c'est que nous tous l'été nous décaille à contre-temps. Hello depuis l'autre côté là, on doit déjà crier combien de fois pour dire désolé pour tous les temps qu'on fait, mais à chaque fois crier ou t'aider ou pas j'ai à casa. Hello pas
Voilà, bien après le clip, ça c'était la vidéo, mais on va au direct. Alors Yamina, qu'est-ce qu'on va écouter en début? Eh bien là, on va vous donner... juste avant, tiens, remercier quand même les filles qui sont pas là aussi. Hein, Oui. On les salue bien bas, surtout la chanteuse, la jeune chanteuse qu'on a vue dans le clip, NJ. Et puis là, on va vous donner un petit air de feeling, un petit air de pays des hauts. Et puis, pourquoi pas une petite goutte de miel aussi. Aussi. Allez, c'est parti. Maman paye morceau. À l'horizon la terre cache un ciel maman. Béton assis béton coulé. La ri assis la ri roulé. On se bat roulé si fait rail enragé. Voilà les morceaux guitare maman. Rive la capitale c'est vrai. Arrivé à la Paris maman. Allez chercher aussi les tambouillés cassaillés. Oh, débarquer l'aéroport, on avait tout monté. Direction la gardine, d'ici, non, je pas d'argent, s'en avait taillot, comment c'est monté, tout ça bien cisé, baptisé encore, quotidien monté, oui, pour nos bamoun, marcher à six moun, passager si passager, maman m'a regardé ça pour moun passer, wow, à bas senti moi des cas sorti maman, rive la capitale c'est vrai, et moi rive à la Paris maman, oh, oh, la les cosées maman. Allez chercher aussi les tambouillés cassaillés. Oh, débarquer l'aéroport, on avait tout monté. Direction la gardine, d'ici, non, je pas d'argent. On avait taillot, comment c'est monté, tout ça bien cisé, pas cisé encore, quotidien monté, oui, tout en bas, marcher à six moun, passager si passager, maman
miel, so capote si wo. Miel, so capote si wo. Ouais. Si wo miel sa naturel. Si wo miel, si wo bati. So capote si wo la. Ah, douce c'est dommel. Si wo miel à la bati. Se o capote si wo. O calambis, ouais. C'est ça. Zeika. Eh, ah. Se o capote si wo la. Mais c'est o capote si wo la. Ouais. Si vous bien ça naturel, c'est ça. Si vous bien si vous bâti, et va bouger la capote si vous là. Au calambis, c'est ça. C'est pas fini? Oh l'ennemi là, oh là au calé à chaque instant. Les cousines au calé baigné ou si c'est là qu'a veillé yo. En commandé les répondaises frapper la main. Moi commandé les tambouilles, poupées bazottes, détail à ça. Pas qu'à jouer. C'est ça. Oui, le monde n'a qu'à dédoubler. C'est non n'a qu'à dédoubler.
Oui, Merci, Canadis. Merci, juste deux petits mots, Yamina, prends le micro. Il y a un show qui est prévu dans les temps qui viennent. Eh bien, dans les temps qui viennent, on va dire qu'on va préparer le show. Oui. On va travailler tranquillement, on va pas trop ébruiter dessus. Oui. Là, vous avez vu, on a des clips. Il y a déjà 2 clips qui sortent l'un après l'autre. Donc, c'est que travail en bas fait et cafette. Oui. Et donc, là, tout bitin qui est bon, zoketon palais. Nous ne pas Voilà. Cette année, d'ailleurs, c'est une année très importante pour Kozeika. Pourquoi? N'est-ce pas? C'est une année d'anniversaire. Ah, c'est l'année de l'anniversaire. Pas 10 plus. Donc, nous, on travaille sur ça. Ah, c'est vrai d'avoir dit ça. Bon. Faut dire des petits mots quand même, si Dominique, quand même. Ah! Qui veut dévoiler les secrets? Ah, Viviane! Viviane! Tiens. Alors, comment ça a commencé? Bonsoir, tout d'abord. Dominique, ça a commencé un petit peu avant 2003. Je ne vais pas dire 2003 parce que bien déjà avant, il y avait quelques petits prémices. Donc, hein? Ça fait 20 ans, tout à fait. Oui. Et donc Dominique, Florentine, qui est de Baïf, donc avait cette idée de construire un groupe à Pau, mais avec une version un peu essoufflée. Ah oui, hein, quand on se donne à fond. Donc, je vais essayer de me... Voilà. Donc, il a eu donc l'idée à travers ses expériences musicales, donc de rassembler des différentes... les différents instruments à Pau, en associant des instruments harmoniques pour créer de nouvelles sonorités et en ayant toujours à cœur la culture, donc le cas, les rythmes, hein, le Saint-Jean, le Gossiro et les cas les rythmes du cas, pardon. Oui. Et donc ça a démarré comme ça, mais c'est vrai qu'au départ il avait c'était pas prédestiné à travailler avec les femmes. Non, mais au départ, c'était pas destiné à travailler avec les femmes. Oui, il avait construit le groupe, mais avec des prévisions de travailler avec les hommes, puisqu'il faisait partie lui-même d'un groupe à Pau. Oui. Et donc, c'était au départ avec des hommes qu'il avait décidé de travailler. Sauf que les hommes à l'époque, donc on remonte à il y a 20 ans, oui. Il y a 20 ans de ça, ils n'étaient pas encore prêts à cette évolution, cette expérience musicale. Les femmes ne devaient pas jouer du Tout à fait, les femmes n'avaient pas encore... Tout à fait, les femmes n'avaient pas encore le droit, l'autorisation de toucher aux instruments. Donc, elles étaient dans les groupes à Pau en train de regarder, essayer de tâtonner un petit peu lorsqu'il y avait notamment les pauses. Oui. Et lui, il s'est rendu compte de ça. Et donc, il s'est dit, bon, on va essayer comme ça avec les femmes. Et ça a démarré comme ça. Le groupe musical Kozeika 100% féminin a démarré comme ça. Et ça continue. Tout à fait. Ça a continué de bien belle manière. On vous remercie toutes, on remercie Dominique, bien sûr, d'être venu. On vous remercie toutes. Et celles qui ne sont pas là, il faut vous y faut se bailler quand même. Oui, tout à fait. Une belle pensée pour eux. Voilà. C'est vrai que c'est de jouer des coudes un petit peu pour venir entre le boulot, faire les différentes activités. Oui, je sais l'effort que vous avez fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui manque comme instrument? Il manque le clavier. Il manque les claviers, sax, violon, flûte, guitare basse. Voilà. Bien. On a tout dit, papou. De toute façon, on vous attendra quand il y a Amina tout bien qui paraît. Ben oui, donc on vous présente. Il faut fêter les 20 ans quand même. Ah, il va quand même, c'est les 20 ans. Merci en tout cas. Et bonne chance, bon carnaval. Oui. Et continuez, vous voyez musique avec qui a pays là devant. Et c'est extraordinaire parce que je crois tambour, en même temps, je crois faire tambour de basse, je crois faire l'idée en même temps, Gokala et tambour basse là. Et ça, c'est extraordinaire pour les femmes. J'apprécie, c'est bien. Continuez. Et nous, les hommes, nous, quand les autres avec plaisir. Et puis, quand des belles femmes en plus, on ne peut pas ne pas dire ça. En tout cas, merci Danick. Merci à tous aussi de nous regarder, de nous suivre sur les réseaux. On est sur YouTube, on est sur Facebook, sur Instagram. Les gens peuvent nous suivre et nous rejoindre, nous liker. Oui, voilà. Et surtout, on va laisser des commentaires. C'est comme ça qu'on grandit, puisque voilà, les commentaires, quels qu'ils soient, hein, on en a besoin pour travailler, se remettre. Tout n'est jamais tout rose. Hein. Il faut toujours avoir des yeux, des avis extérieurs pour pouvoir travailler. Continuez, pas laguer. Merci. Merci. Bravo. Continuez, pas laguer. Ok.
OK. Voilà, eh bien, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Après la musique, eh bien, on va revenir aux choses aussi importantes pour la Guadeloupe. Il s'agit de ce guide pour mieux aménager avec les sols vivants. On reçoit Jacques Mangou. Bonjour. Bonjour. Il est vice-président de la commission d'aménagement, si je ne me trompe pas. Oui, d'aménagement de l'espace communautaire de Cap Excellence. Et on va recevoir une technicienne, Leslie Lopin, qu'on a l'habitude de recevoir ici. Bonjour. Bonjour. Dans un instant, on va parler de cet aménagement des sols vivants. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est encore le conflit EDF, les négociations encore reportées au lendemain. Au reportage d'Olivier Félix, on regarde. On se quitte pour ce soir, on va se revoir demain. Et nous ne sommes pas encore à la conclusion d'un accord. Voilà ce que je peux dire. Malgré autant d'heures de négociations, nous n'avons pas encore finalisé en fin de compte le sujet. Il va encore manquer à ce qu'on puisse être d'accord sur des désaccords. Et peut-être qu'à l'issue de ce soir, nous arriverons peut-être à conclure demain un accord. Mais pour l'instant, rien. Je crois que les choses avancent et on a bon espoir de pouvoir signer un protocole de fin de conflit demain. Voilà. Il n'y a plus de points de désaccord et on va finaliser la rédaction du protocole et j'espère qu'on pourra le signer demain. On ne pourra pas négocier la loi. On dit que c'est encore très compliqué cet accord qui traîne en longueur pour l'instant. Nous sommes en pleine période carnavalesque, donc le conflit de ce point de vue-là, du point de vue des coupures, l'élestage est stoppé, c'est tant mieux, mais les négociations continuent probablement au lendemain du carnaval, c'est-à-dire à partir de peut-être lundi ou jeudi. Pour l'instant, on va parler de ce guide pour mieux aménager avec les sols vivants. Je disais qu'on reçoit Jacques Mangou. Jacques Mangou, expliquez-nous un petit peu la conception de Cap Excellence de cet aménagement. Alors, d'abord, l'événement d'hier, c'est la restitution d'un an de travail d'une équipe de consultants qui a été payée par l'État et pour faire un accompagnement après demande de Cap Excellence et par une réponse d'appel à projet en expliquant que le territoire de Cap Excellence, il est assez exceptionnel parce qu'il est le lieu d'un développement à la fois évident, nécessaire pour le développement de la Guadeloupe, mais en même temps, c'est un lieu d'une extrême diversité avec un pôle urbain fort, avec un pôle agricole qui est aussi fort, voire plus important, et avec un pôle de biodiversité. Et ces trois pôles-là, on a l'obligation, on a le challenge de le préserver tout en permettant le développement. Et fort de tout cela, les ateliers du territoire ont été mis en place pour pouvoir aller sur le terrain, rencontrer la population, aller voir dans les quartiers et retenir quelques points forts sur le territoire sur lesquels il y a des pistes et il y a d'abord des interrogations et des pistes en termes de réponse. Oui. Alors, on peut citer les quelques territoires qui ont été retenus. Sur Bémao, c'est à Beau-Soleil, c'est l'interconnexion entre, une zone économique qui vient au contact de la mangrove et qui pose problème. C'est la question de Jarry qui est énorme, avec le risque qui est lié à la montée des eaux, aux inondations et au fait qu'à chaque grande inondation qui se multiplieront de plus en plus, les trois sorties de Jarry sont quand même elles-mêmes bouchées. Donc il y a une question qui est sur le tapis. Sur Pointe-à-Pitre, c'est la question du carénage avec un risque là aussi de la montée des eaux dans pas un étroit, mais justement dans une zone de plaine qui est en arrière du rivage avec la nécessité de revisiter l'interface mer-ville à cet endroit, de même que sur le centre-ville. C'est la question de Perrin, qui est quand même une question importante, puisque c'est un quartier nouveau, c'est un quartier qui est en cours de développement, c'est un quartier sur lequel Cap est porteur de projets, et pourtant les ateliers montrent qu'il y a quelques interrogations et peut-être la nécessité de revoir sa copie pour ajuster, pour répondre aux exigences que nous avons de restituer à la Guadeloupe de demain un territoire qui n'aura pas été biologiquement
sur le plan de la biodiversité détruit et permettre justement aux générations à venir de vivre mieux et de vivre dans le pays Guadeloupe qui soit moins abîmé. Alors il y a également le petit Pérou et la zone du gazon de Bourgogne. Il y a également des préconisations sur les grands fonds. Donc voilà un petit peu tous les thèmes qui ont été abordés avec, je me permets d'insister, une méthodologie qui a été reconnue par tous, à la fois les élus de Cap Excellence et tout le cadre ingéniérique, tous les cadres de Cap Excellence, mais également par l'État et tous les représentants de l'État. Le sous-préfet était là, mais également les représentants de l'ADEAL, etc., qui ont vraiment... et puis, il y a eu des anthropologues, des sociologues, tels que Raymond Otto, qui ont pu juger de la pertinence de la méthode qui a vocation à s'étendre à d'autres territoires que Cap Excellence et aller être adapté aux autres EPCI, parce que c'est les questions d'environnement, les questions de construction sur un sol dit vivant, c'est-à-dire préserver que d'ici quelques années, on ne construise plus 1 cm² de béton. On devrait, théoriquement, dans quelques années, ne plus pouvoir bétonner 1 cm² supplémentaire sur le territoire Guadeloupe. Je pose la question à Mme Lopin, qui est directrice de l'urbanisme et de la cohérence. Alors, effectivement, ce que vient de dire M. Bangou, il a fallu vraiment une grande cohérence parce qu'on ne peut plus construire... parce que je me souviens, il y a quelques mois, vous étiez venu, on parlait de relocalisation. Alors, comment on va, de façon cohérente, aménager, en même temps, ne pas construire? Mais du coup, aujourd'hui, le guide, il s'intègre vraiment dans une planification globale. J'étais venu récemment vous parler du schéma de cohérence territoriale qu'on élabore, le SCOT. Mais le guide, c'est une réponse sectorisée de comment on va faire sur certains quartiers où déjà on a des risques inhérents, notamment le risque inondation. Où ma collègue était venue aussi vous parler du PAPI, du programme d'action pour la protection contre les inondations. Aujourd'hui, c'est toutes ces questions, tous ces documents que nous avons où, concrètement, comment nous allons aménager le territoire, comment nous allons revoir notre copie sur certains secteurs, notamment les secteurs nouveaux. On parlait du quartier nouveau de Perrin, où on sait très bien, Fiona nous a montré que c'est vraiment l'exutoire des bassins versants de Grand Fond. Et aujourd'hui, on doit créer une nouvelle ville, créer une nouvelle cité autour du CHU. Comment on peut aménager tout en préservant la biodiversité, tout en laissant le passage de l'eau et en préservant les biens et les personnes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de ne pas... Peut-être, on ne pourra plus aménager 1 cm², mais on pourra renouveler la ville sur la ville. C'est comment on va faire sans s'étendre, sans continuer à s'étendre sur le territoire, grignoter sur les territoires agricoles, les territoires de biodiversité. Comment on va prendre en compte l'ensemble des risques du territoire de Cap Excellence, qui est un véritable laboratoire, puisque d'un côté, nous avons les risques d'inondation, nous avons la submersion marine, et nous avons vraiment l'ensemble des risques sur notre territoire. On ne parle même pas de tremblement de terre encore. Non, on ne parle même pas de tremblement de terre encore, où on a des failles, on a des bâtiments des bâtiments publics qui sont construits sur des failles sismiques dont nous avons connaissance, notamment Bainbridge est en rénovation parce qu'il fallait le conforter sismiquement. Donc, du coup, l'objectif, c'est de comment prendre en compte l'ensemble de ces risques et de construire différemment. Donc, c'est vraiment ce que nous apporte ce guide, c'est une vision nouvelle, c'est une sonnette d'alarme pour les élus, notamment les techniciens que nous sommes, pour nous dire, attention, on ne peut plus faire tout et n'importe quoi, nous devons revoir notre copie. Et la chance ou le malheur que nous avons eu, c'est d'avoir eu Fiona en 2022, d'avoir eu avant Fiona comme alerte forte pour nous dire, finalement, tout ce qu'on vous dit, regardez, c'est maintenant, c'est pas demain ni dans 10 ans, c'est maintenant que nous devons revoir notre copie et aménager le territoire de Cap Excellence, mais le territoire de la Guadeloupe. Comme l'a dit M. Bangou, l'expérimentation a été faite sur Cap Excellence avec les services de l'État, mais chaque territoire est différent. La CARL est différent, la CSBT c'est différent, le Nord Grand Terre c'est différent. Tout le monde devrait prendre cette expérience pour pouvoir voir comment, en fonction de nos spécificités, on peut proposer un nouvel aménagement, respecter l'écoulement des eaux, respecter la biodiversité pour aménager notre territoire différemment. Alors, je me pose à tous les deux la question parce que les gens qui nous regardent
peuvent avoir quelques inquiétudes. Est-ce que ça signifie que dans le périmètre dont on parle, Pointe-à-Pitre, Bimao, les terrains qui existent déjà ne pourront plus être comme avant, j'ai envie de dire, constructibles? Est-ce que les demandes de construction seront plus compliquées? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ces territoires-là, dans cette agglomération? Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire, regardez chaque citoyen guadeloupéen en disant nous sommes tous embarqués dans la sauvegarde de notre pays, concrètement, de nos territoires, de nos villes, de nos régions. Donc, il y a des endroits où il faudra probablement revoir le droit à construire, ce qu'on appelle le droit à l'urbanisation dans les PLU. Je pense en particulier à ce qui a été mis en évidence sur les grands fonds, sur les risques vraiment extrêmement importants. Mais c'est surtout un état d'esprit. Ça veut dire également demain, on ne pourra plus arriver en disant j'ai une idée d'entreprise ou j'ai quelques fonds. Je m'installe ou alors donnez-moi un terrain pour pouvoir le faire. Oui. Maintenant, on dira attention, vous avez un projet. Voyons quelles sont les friches qui ont été abandonnées ou celles qui peuvent être améliorées ou les zones qui étaient urbanisées mais qui sont moins occupés aujourd'hui. Il va falloir refaire de la vie économique, de l'habitat sur de l'ancien, sur déjà ce qui s'est produit. Je vous pose la question parce que vous avez été maire de Pointe-à-Pitre pendant longtemps. Ça veut dire que Pointe-à-Pitre risque de changer de visage à terme? Forcément. Par exemple, sur les quartiers de la ville, il a été mis en évidence que la montée inéluctable des eaux, du niveau de l'eau de mer, fait que le milieu de la rue Vatable va être sous l'eau dans 30 ans, disons. Non plus que la rue Vatable, c'est un canal. Et la rue Vatable est toujours un canal. C'est le canal qui est recouvert. Alors, des questions se posent. Est-ce que... Comment peut-on réfléchir à l'évolution de cette partie de la ville? Est-ce qu'il faut ouvrir le canal? Est-ce qu'il faut repositionner le logement sur les collines qui sont autour? Comment organise-t-on la circulation si on refait de la rue Vatable, non pas une rue, une voie, mais un canal? Voilà des questions qui sont... à Venise? Pas la Venise qui est menacée, mais si ça pouvait être une Venise éclatante, pourquoi pas? En tout cas, il y a de l'aspiration à avoir. Il y a de l'imagination à mettre sur la table avec les habitants, avec chacun qui connaît son quartier, pour que l'on voit effectivement vers quoi on peut s'orienter. Et ça, c'est valable sur tous les pouces du territoire de Cap-Excellence. Techniquement, comment on aborde ça, Leslie? Techniquement, il est vrai qu'on ne peut plus continuer à urbaniser et à délivrer des permis de construire comme on l'a fait avant. C'est plus possible. En termes d'inondation, là, nous sommes déjà contraints, puisque l'État a refait son porté à connaissance du risque d'inondation et va réviser l'ensemble des schémas, donc les PPRN, plan prévention de risques naturels, où il renforce déjà, il contraignent encore plus. Donc, des zones qui étaient en bleu foncé deviennent en violet, donc ça veut dire interdiction de la construction. Donc, on est obligé de revoir notre copie. Aujourd'hui, après, les documents d'urbanisme vont devoir s'adapter et restreindre cette urbanisation. Il est vrai que nous, en tant que techniciens ou même les politiques, on va appliquer ce que l'État nous demande, mais la population aussi doit l'entendre, puisqu'elle le voit déjà. On ne peut pas continuer à dire, parce que j'ai un bout de terrain par la famille à tel endroit, je mets ma maison, je fais une construction illégale. Puisque dans les faits, c'est contraignant tant pour le risque de ruissellement, puisque forcément, on ne va pas avoir une maison terminée avec des gouttières, avec tout ce qu'il faut. Donc, on va créer du ruissellement. Ça va être contraignant en termes de mobilité. Il faut créer des routes. Qui dit créer des routes dit imperméabiliser encore des espaces qui n'étaient pas imperméabilisés. Donc, contraindre l'écoulement de cette eau de rentrer dans les terres, créer du réseau. Donc, voilà, on ne peut plus continuer à urbaniser comme nous l'avons fait. Donc, techniquement, ça va être à nous de veiller à cela. On le fait déjà. Nous avons, typiquement, Cap-Excellence a des actions fortes dessus ou du foncier qui est en vente, qui est en terrain naturel. Nous portons des réflexions qui vont être à l'achat, où on voit des demandes de permis de construire, mais pourquoi ne pas appliquer notre droit de préemption urbain et récupérer ces terrains pour faire de la renaturation et les mettre en renaturation parce qu'elles sont contraintes et en zone naturelle. Je prends un exemple concret, la zone de Petit Pérou. Quel peut être son avenir?
La zone de Petit Pérou, donc elle est sous l'eau régulièrement, on se rend bien compte. Les chefs d'entreprise viennent nous voir très souvent. Là, l'objectif, c'est de se dire, mais où nous avons du foncier en friche, nous avons pas mal de zones d'activité sur le territoire, pas mal de terrains délaissés ou bien de friches économiques dans ces zones d'activité. C'est au travers de la stratégie foncière que nous avons, c'est de les identifier et de proposer à ces chefs d'entreprise d'être relocalisés pour que, pourquoi pas dans 10 ans, on ait une promenade verte. Où on pourra dire, à Petit Pérou, c'était une zone d'activité. Aujourd'hui, c'est devenu une promenade verte où l'eau fait tampon quand il pleut. Oui, mais le chef d'entreprise sera relocalisé. L'objectif. Cap Excellence avait d'abord fait un projet d'aménagement de Petit Pérou. Et Cap Excellence a dû revenir sur sa copie parce que les études ont montré que, je veux dire, on serait fautif de vouloir de construire là où les études montrent qu'il y a un lit de passage de l'eau, un bassin de rétention d'eau. Il faut savoir que toute la zone qui est derrière du gazon de Bourgogne et Petit Pérou, lorsque les eaux s'accumulent là, elles protègent tous les quartiers qu'il y a au niveau du Rézé. C'est-à-dire que si vous bouchez cette zone-là, c'est de l'autre côté, c'est Rézé qui se trouve avec 2-3 mètres d'eau. Et il n'y a pas que Rézé, même en amont de cette zone-là. Donc Cap Excellence est en train de revoir sa copie en disant on ne va pas faire l'extension du gazon de Bourgogne tel qu'on l'avait imaginé. Mais on va quand même travailler pour que la zone qui a été rénovée et qui continuera de l'être, qu'elle soit plus productive, qu'elle soit plus attractive. Et sur Petit Pérou, il va falloir déplacer probablement en amont une partie de la zone économique, de façon à ce que les chefs d'entreprise ne soient pas livrés à eux-mêmes et ne doivent pas abandonner. Mais il est évident qu'on ne peut plus raisonnablement dire qu'on va densifier cette zone qui est en dessous de l'eau, quoi. Oui. Mais alors, les Silopins, on parle de Petit Pérou et Jarry. Jarry, c'est aussi le même constat sur certains secteurs. Comme l'a dit M. Bango en introduction, aujourd'hui, on se rend bien compte que nous avons une zone qui est bleue. Quand il pleut, les 3 sorties de Jarry sont bloquées. Et nous avons concentré l'ensemble de nos entreprises, une grande partie de nos entreprises. C'est la plus grande zone industrielle, artisanale de la Caraïbe. Donc, du coup, l'objectif aussi, c'est de porter ces réflexions, d'aider les chefs d'entreprise. Il faut voir, il y a déjà des chefs d'entreprise qui nous demandent d'être relocalisés. J'en ai déjà rencontré beaucoup qui disent que moi, chaque année, à un moment, les assurances, elles ne suivent plus. Donc, elles demandent à être relocalisées sur d'autres secteurs. Et notre objectif à nous, c'est de leur apporter une réponse pour être relocalisés. Puisque l'objectif de Cap Excellence, c'est de ne pas perdre des entreprises, puisqu'on prélève la taxe. Donc, l'objectif, c'est de garder des entreprises sur notre territoire, mais de les positionner à des endroits où on sait qu'ils vont rester de façon pérenne. L'objectif, c'est pas de quitter Cap Excellence, mais de rester à Cap Excellence, mais d'être positionnés sur des ZAE, sur des zones d'activité où ils pourront exploiter leur activité sans être contraints par le risque d'inondation. Une dernière question, Jacques Mongo. Ça veut dire que, et là, je m'adresse aux politiques, vis-à-vis du citoyen, il va falloir changer son discours. Très honnêtement, oui. Je pense qu'il y a un moment de courage qu'il faut avoir, mais c'est valable pour l'ensemble de la Guadeloupe. Hier, on rappelait qu'il y a toute la partie sud de la Guadeloupe qui a un trait de côte qui diminue, et toute la partie nord qui a une zone qui s'ensable au fur et à mesure. Nous ne pouvons pas être comme ça, je veux dire, ne pas tenir compte de cela. Et nous devrons avoir de plus en plus un discours de vérité. Et je constate que ce n'est pas facile, quelle que soit l'épouse du territoire. On voit bien que de Petit Bois à Cap-Esther, même quand la mer arrive sous les terrasses des habitations, même lorsqu'il y a des propositions qui sont faites aux familles de délocalisation, il y a un attachement tel, je veux dire, au lieu où on a vécu, au lieu où on a grandi, que ça rend les choses difficiles. C'est là l'ombre qui a enterré, donc... Oui, mais il faut avoir ce courage. Il faut quand même éviter les erreurs qu'on a faites de dévier des cours de rivière, de construire des rivières. On a vu ça à Rivière-des-Pères, hein. On a vu à Rivière-des-Pères. Lycée pratiquement dans le cours de la rivière. Je pense que nos aînés, ils avaient au moins, ils ont l'excuse de ne pas savoir, en tout cas ne pas tout savoir. Aujourd'hui, même si on ne sait pas tout, avec ce qu'on a, si on prend des décisions qui ne sont pas
à la fois juste, mais qui ne soit pas courageuse, eh bien demain, les générations d'après pourront nous le reprocher. Un dernier mot, Leslie Lopin, ça veut dire qu'il va falloir une communication de plus en plus renforcée en direction des citoyens, des Guadeloupéens, de cette zone et au-delà même. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait ce que nous faisons au travers du programme d'action de prévention contre l'inondation. Nous avons une communication très forte, un accompagnement des populations également pour informer sur le risque, informer sur les conduites à tenir lorsque le risque est là. Et aussi, il faudra faire une communication pour les personnes qu'on devra relocaliser. Mais on est sur 1 à 2 générations. Les personnes, elles ne vont pas bouger du jour au lendemain. Comme ça, elles sont nées là, elles ont grandi là. Donc, c'est vraiment un accompagnement où on va leur tenir la main, leur expliquer que demain, il faut vraiment partir puisque le risque est à leur porte. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça. Et j'espère que le canal et l'émission de permettre de divulguer ces informations et aider à participer à l'instruction des populations, parce qu'il faut effectivement être courageux pour construire l'avenir sur 20-30 ans. On vous remercie et en toute façon, on sait que ce n'est pas la dernière fois, on vous reverra parce que ces problématiques sont vraiment à l'ordre du jour. Voilà, il est 13h30, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec Louis Colomb et Marie-Hélène Ferdi. On va parler de carnaval, mais du développement du carnaval. Est-ce que le carnaval peut participer au développement économique de la Guadeloupe? C'est une grosse question qui est posée depuis pas mal d'années. On ne va pas la résoudre aujourd'hui, mais on va évoquer un petit peu cette évolution du carnaval. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Je vous dis, si vous allez dans les routes Pointe-à-Pitre aujourd'hui, pratiquement tout est bloqué déjà. Ça veut dire que le carnaval avance. Bien. Alors, Marie-Hélène, bonjour. Bonjour, Denis. Merci d'avoir pensé à cette émission spéciale sur le carnaval et son évolution. Et on va en parler pendant quelques temps. Alors, de quoi on va parler réellement par rapport à cette évolution? Alors, ce qu'on va déjà dire, c'est qu'on a un fil rouge, un fil conducteur. Donc, ça serait bien on a gâché tout le plaisir avec ce que est en train de montrer à l'écran. Eh bien, on reçoit Louis Colomb comme invité, comme on le voit ici sur le flyer. Donc, alors Louis Colomb, parce qu'il représente une figure emblématique du carnaval. Et donc, à travers son parcours, ça va nous permettre de découvrir aussi l'évolution. Bon, il est avec nous en plateau. Bonjour, Louis Colomb. Bonjour. Ce n'est incontournable pour le carnaval, hein, Louis Colomb. Alors, j'ai bien précisé que c'est une figure incontournable du carnaval guadeloupéen et pointois particulièrement. Parce qu'il faut savoir que Louis Colomb, il est né à Pointe-à-Pitre, particulièrement à la rue Frébeau, et il a précisé, moi je suis et surtout quand on sait que la rue Frébeau, ce que ça représente, ce qu'on appelait avant rue Zabim, donc c'est vraiment une rue emblématique de Pointe-à-Pitre. Et donc ce qui sera intéressant, c'est que il est venu au carnaval dans des circonstances assez particulières, donc avec ses 2 casquettes. On va reprendre. Donc, c'est un amoureux du carnaval. Il a été plusieurs fois président du GDCF. Ensuite, quand on a créé... Alors, le GDCF, c'est l'ancêtre de qui existe toujours, d'ailleurs. Hein. Non, ça n'existe plus. Bien sûr que non. GDRP, qu'est-ce qui existe en GCRP. Alors, on va revenir un peu sur l'organigramme, parce que je vois que vous n'êtes pas trop à la page. Voilà, on va rafraîchir pour venir sur l'organigramme. Donc, qu'est-ce qu'on a à présent? On n'a plus le GDCF. Oui. On a l'Office du carnaval. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Et on reviendra. Donc, alors, je tiens à signaler ce que les téléspectateurs voient à l'écran. C'est un organigramme du carnaval guadeloupéen. Donc, on doit ce travail à un universitaire, un amoureux du carnaval qui a beaucoup écrit sur le carnaval, Joël Raboteur, qui a bien voulu nous mettre à disposition cette organisation. Mais on reviendra tout à l'heure. Donc, il y a aussi une deuxième casquette. C'est un chef d'entreprise, donc il a hérité d'une entreprise familiale. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le point de départ. Donc, tout jeune, donc dans les années, on va dire 50? Non. Allez, 40. Hein? Oh. Tout jeune. Jeune, oui, les années 50. Il allait au carnaval pas 40, comme tout... Je vois que Zondronis commence à se décomposer. il allait ne faut pas le vieillir quand même. Surtout qu'il se disait, c'est pas possible, ça veut dire moi et moi, alors, et moi, qu'est-ce qu'elle va dire pour moi? Donc, non, Pardon? Et même vous? Non, moi, ça va, là-dessus. Ça va. Entre les deux. Je tiens à signaler que vous êtes de la promotion de M. Louis Colomb, entre parenthèses. Et on continue. Et donc, il allait au carnaval, comme tous les jeunes. Il s'est intéressé au carnaval.
Et à l'âge de 20 ans, c'est le point de départ. C'est le point de départ de son engagement pour le carnaval, tant en tant que participant, il a participé à plusieurs groupes, en tant que carnavalier, c'est ça le paradoxe, qu'en tant qu'organisateur. Et là, il va nous expliquer pourquoi, à l'âge de 20 ans, ça a été le point de départ pour vous de votre engagement vers le carnaval. Alors, c'est pas forcément à 20 ans pile, mais c'est autour de mes 20 ans. Je travaille dans l'entreprise familiale et j'ai un ami, Freddy Marshall, qui vient me chercher, qui me dit je veux faire un char de musique dans le carnaval. Et j'ai besoin, et je sais que vous avez un petit camion dans l'entreprise, est-ce qu'on peut l'avoir? Je dis oui, pas de problème, donc on met le camion à disposition, et donc on va sortir ce camion avec un groupe musical, et ce groupe musical, le premier groupe, ce sera le groupe Tabou numéro 2, et à l'époque, le chanteur de Tabou numéro 2, un des acteurs de Tabou numéro 2, c'est Francky Vincent, avant Francky Vincent, je dirais, c'était avant qu'il aille au service militaire. Et donc, je me trouve dans ce camion de carnaval. Et on va sortir le camion 2-3 années consécutives. Et après le Tabou numéro 2, Francky Vincent donc, part au service militaire. Donc, Tabou numéro 2 se trouve un peu éclaté. Et on va sortir avec un autre groupe qui s'appelle les Hunters. Et on va faire le carnaval avec les Hunters. Je crois que les Hunters, c'est un groupe de Bémao. Je ne suis pas très sûre, non? Non, c'est un groupe de Pointe-à-Pitre. Alors, plus précisément, vous voyez, là où il y a les leaders du groupe habitaient, là où il y a une des statues sur le boulevard des Héros, là, enfin, celle qui est à la hauteur de... c'est la statue de la mulâtresse Solitude. Oui, avant Bainbridge. Rond-point Solitude, voilà. Il y avait deux frères, alors j'ai un peu oublié leur nom, et puis il y avait comme chanteur, donc il y en a un qui est mort il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 années, qui était le leader du groupe à proprement parler, et puis il y avait aussi un des chanteurs qui existe toujours, qui est... Soudourayen, voilà. Harry Soudourayen. Harry Soudourayen, qui est donc un des chanteurs. C'est les ancêtres de Chic Thai. Voilà. Après, il y a eu Chic Thai, c'était la version un peu plus présentable que la première. Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut à peu près situer l'époque? Ça, c'est les années 73, 74, 75. Très bien. Mais alors, on va revenir un peu aux années 50. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà, première question, c'est à quel moment on a commencé vraiment à fêter le carnaval en Guadeloupe? Est-ce que vous avez une idée? C'est difficile à dire, il y a très peu d'écrits là-dessus, mais on peut dire... Alors, le carnaval a toujours existé en Guadeloupe, dès qu'il y a eu une société guadeloupéenne... alors, qui était à l'origine une société plutôt blanche, hein, je dirais, des colons blancs. Et ceux-là ont emmené toutes les fêtes qui étaient liées au carnaval. Donc c'est pour ça qu'on va manger des beignets, qu'on va fêter la Chandeleur ou des crêpes pendant le carnaval. Enfin, ils vont emmener toutes les figures qu'on a dans le carnaval aujourd'hui. Enfin, qui ont un peu disparu d'ailleurs, mais qui sont reprises de temps en temps dans les groupes APO. Donc on va retrouver toutes ces figures qui sont emmenées par les gens. Les gens qui viennent ici sont souvent des gens de la campagne et qui viennent avec leur tradition campagnarde. Et voilà. Donc on va faire des crêpes, on va faire des beignets de carnaval, et c'est pour ça qu'on a des beignets. Donc la France est séparée en deux zones. Les gens, les ethnologues qui suivent ça, qui ont étudié ça, vous disent que, enfin, toutes les manifestations carnavalesques disent que la France est séparée en deux zones, la zone crêpe et la zone beignet. Donc, nous, on a bénéficié plus de la zone beignet que de la zone crêpe. Alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que beaucoup disent que le carnaval vient d'Europe. Alors, certains même, alors, on a trouvé des écrits. Moi, j'ai trouvé un magazine, dans le magazine Ça m'intéresse. On dit que le carnaval remonte dès l'époque de l'Antiquité, où là, donc c'était pour fêter l'arrivée du printemps, où les esclaves se déguisaient, prenaient la place des maîtres, mais quand même, il y a une origine américaine, européenne par contre.
Oui, le carnaval en lui-même, c'est une manifestation, et encore même pas, je ne dirais pas européenne, mais je dis du sud de l'Europe. Donc c'est plutôt méditerranéenne, on peut dire. Donc c'est l'Espagne, les pays lusophones, le Portugal, l'Italie. Et donc l'origine de ce qu'on appelle le carnaval, réellement, c'est l'Italie. C'est la Rome antique et la deuxième, enfin déjà après la naissance de Jésus-Christ. Et donc c'est là que, alors évidemment, c'est la récupération de fêtes qui sont faites traditionnellement, qui sont dédiées soit à des anciens dieux, soit à des choses comme ça. Et donc il y a un certain nombre de fêtes, et ces fêtes sont aussi liées au déroulement de l'année, parce que il faut bien savoir que sous les Romains, l'année s'arrêtait à la fin du mois de février. Donc le mois de décembre, c'est le 10e mois de l'année, donc décembre c'est 10. Et donc, c'est donc le 10e mois de l'année. Et en fait, il y avait 2 mois après le mois de décembre. Et c'était pendant ces 2 mois qu'avaient lieu toutes les grandes fêtes de la civilisation romaine, les Lupercales, enfin les Saturnales. Il y en a toute une série. Et c'est un peu toutes ces fêtes qui ont donné naissance au carnaval, parce que l'Église chrétienne arrive. C'est le début de l'ère chrétienne. Et l'ère chrétienne va vouloir, comment dirais-je, récupérer toutes ces fêtes pour les intégrer dans les traditions, dans ceux qui vont devenir les traditions chrétiennes. Et donc, voilà, ça va être un peu régulé au fur et il faudra quand même presque 20 siècles pour réguler ça. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même, l'Église a combattu un peu. Et au 8e siècle, en effet, ils ont récupéré. Et voilà. Ils ont ajouté le fameux jeûne pour un peu calmer les choses. Et que nous connaissons voilà. après. Et jusque-là, donc, c'est là où le calendrier chrétien grégorien qu'on a aujourd'hui sera donc officialisé. Et donc, tout va se caler par rapport à ce calendrier grégorien. Et donc, les rites, ce qu'on appelle les rites de l'Église, vont se caler sur un truc. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des carnavals qui sont décalés dans le temps. Toutes les zones qui ont été d'origine protestante, parce que le protestantisme est arrivé à ce moment-là, ont récupéré l'ancien calendrier dit ambrosien. et donc, le carnaval, chez eux, il y a des villes en France où le carnaval, et la semaine d'après, les villes qui ont été très protestantes, le carnaval, c'est souvent 1 ou 2 semaines après le carnaval. C'est le cas, par exemple, au Québec. C'est le cas qu'on va trouver au Québec, mais c'est aussi, on va trouver ça en France, dans certains carnavals des villes qui ont été très protestantes. Très bien. Alors, on va revenir à la Guadeloupe, et on va revenir à vous particulièrement. Et donc, au fait que vous aviez 20 ans, une vingtaine d'années, vous commencez l'organisation. Alors, le carnaval, à cette époque-là, il avait quelle coloration? Donc, ça représentait quoi? Alors, d'abord, pour nous, dans la zone pointoise, il n'y avait plus de carnaval. Donc, on sortait, il y avait le char que j'organisais avec Freddy. Il y avait un groupe de jeunes qui s'appelait Plastic Boy, qui était né en 1964. Et il y avait un deuxième groupe qu'on voyait plutôt donc, dans les années 75 qui s'appelait la Bande à Masselin. Et ces 2 groupes ont récupéré quelque part, et le Plastic Boy a servi un peu d'intermédiaire, parce que c'est eux qui ont récupéré un peu le son qu'on entendait de Massa-Saint-Jean et qui l'ont adapté à des tambours en plastique. Et donc, du coup, la Bande à Masselin est venue après en prenant des tambours en fer blanc, d'ailleurs, qui sont les tambours traditionnels de Massa-Saint-Jean. Et ils sont revenus sur Massa-Saint-Jean avec des tambours en peau. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne. Alors, on a passé un peu vite l'image de Plastic Boy. Et j'aimerais bien que notre réalisateur revienne sur l'image de Plastic Boy, si c'est possible, où on perçoit quelques déguisants marionnettes. Si c'est possible de revenir sur cette image. Merci. Voilà. Donc,
Alors ça, on a la date précise, puisque c'est le premier carnaval organisé par le GDCF, et c'est en 1976, et c'est le Mardi Gras de 1976. Et Plastic Boy qui ouvre le défilé, Plastic Boy décide de prendre à contre-pied l'organisation des carnavals qu'il y avait un peu les derniers temps, et qui voulait que ces carnavals étaient ouverts par des majorettes. Et donc, on a dit, bon, l'histoire de majorette, on casse ça. Et donc, on a commencé à casser les codes en s'habillant, nous, en majorette. Donc, il n'y avait que des garçons. Pratiquement, il y avait une seule fille dans le groupe, ou deux. Donc, on est sortis habillés en majorette. C'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai que là, on est déjà dans les années 70. Alors, si on peut revenir au moins dans les années 50, il y a un groupe emblématique de ces années 50 et qui a perduré. Hein, c'est l'une des rares groupes traditionnels qui a gardé son authenticité, c'est les Mas Vieux-Fort. Alors, j'aimerais bien qu'on revoie l'image du Mas Vieux-Fort dans les années 50. Ça, c'est une carte postale, en fait, qui a été faite par, comment s'appelle ce photographe de Basse-Terre, Catan. Et donc, qui représente les masques de Vieux-Fort dans les années 40, je pense, ou 30, et qui sont vraiment les masques de Vieux-Fort originaux. Je veux dire. Alors, si on peut garder un peu l'image à l'écran, s'il vous plaît, merci. Mais moi, par exemple, je veux quand même interroger M. Zandronis, qui, on n'a pas entendu, mais vous inquiétez pas, il est bien avec nous. Vous avez connu, vous êtes de Basse-Terre, vous avez connu les Mas Vieux-Fort petits, ça vous rappelle quelque chose? Ils sont en train de se refaire, parce qu'hier, on a passé un reportage sur Canal, justement. Les Mas de Vieux-Fort reviennent, comme ils sont exactement habillés comme on les voit là. Et à Vieux-Fort, ils ont fait un petit show la semaine dernière et ils seront, je crois, dans le carnaval de Basse-Terre, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés d'une certaine manière, comme ça, avec beaucoup de madras à l'époque, et avec des tambours un peu particuliers. Alors justement, la question que je voulais poser à Louis Colomb, c'est que quand on voit les tambours qu'ils ont, sont des tambours à deux, comme on dit, tambours à deux bondas, comme ils ont déjà, même avant, ce qu'on appelle les Massa Saint-Jean. Donc ça veut dire que cette tradition-là, elle est il y avait ancienne. Il y avait plusieurs types de tambours, d'instruments, façon qui étaient à deux. C'est là où on peut voir la différence qu'il y avait entre les différents groupes. Parce que sur certaines photos, donc on revoit certains groupes de carnaval et on voit les gens qui sont derrière, qui font la musique. Et donc, Massa Saint-Jean, c'était, comment dirais-je, ils avaient deux tambours, en fait. Oui, deux tambours. OK. Et ils n'avaient pas tellement, je ne pense pas qu'il y avait tellement d'autres instruments. Enfin, on ne les voit pas avec d'autres instruments. Il y avait d'autres, alors quand on regarde les Mas à Vieux-Fort, les Mas de Vieux-Fort, ils avaient plusieurs instruments. Donc, ils utilisaient des flûtes. Qu'ils utilisent toujours. Ils utilisaient, mais on avait ça aussi, je pense, même dans les masques qu'on voyait sur Pointe-à-Pitre à ce moment-là, ce qu'on appelle le tambour aujourd'hui, qu'on dit de basse, mais en fait qui est le tambour basque. Basque, Donc, qui était le tambour basque, qui est un tambour plus plat, qui ressemble à un gros tambourin, en fait. Et puis, il y avait des accordéons, et il y avait beaucoup de flûtes. Et, en fait, le carnaval, les instruments du carnaval, c'est des instruments à percussion. Donc, tous instruments qui font du bruit. Et des instruments à vent. Donc, tous les instruments qui font circuler le vent, l'air, les fluides. Voilà. Mais ça nous emmènerait trop loin. Je veux dire, on ne va pas aller là-dedans. Et donc, qu'est-ce que... Ben là, alors, on est dans les années 50. Après les années 60, ça évolue. On parle de vidé. Je vois qu'on a une photo des années 60 avec le vidé. Voilà. Donc là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, le carnaval est composé de... Il y a plusieurs composantes dans le carnaval. On va trouver ces groupes de masques, qu'on a dit, qui sont des groupes de 10, 15 personnes maximum. Donc vous voyez bien là les masques de Vieux-Fort tout à l'heure, il y a une quinzaine de personnes. Les masques qu'on trouve sur Pointe-à-Pitre aussi, qui font des choses, ils sont pareils. Alors ça, c'est une première phase, et ça, c'est la phase qu'on a toute l'année, enfin toute la période précédant le carnaval, qui sortent souvent le dimanche ou le matin, qu'on trouve à la fin de la messe, etc.
Donc on va trouver les moko-zombies, les masques à cornes, les masques comme on vient de le voir, etc. Et les masques à miroir aussi. Les masques à miroir, donc il y a plein, les masques à ruban, il y a les masques à ruban qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc souvent c'est des troupes un peu différentes, c'est pas forcément les mêmes troupes. Les moko-zombies, etc. Donc ça, c'est des masques qu'on va voir tous les dimanches pendant la période du carnaval. Ensuite, il va y avoir la parade, le côté parade. Donc alors, sur des chars, sur des... oui, en général des petits chars ou des camionnettes, des petites camionnettes souvent, où on va avoir donc toutes les figures style princesse, les contes de Perrault, les costumes traditionnels des régions, etc. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler le vidé. Donc le carnaval d'aujourd'hui est le mélange de tout ça. C'est-à-dire ce qui était le vidé, donc c'est l'image qu'on a maintenant. Le vidé, c'était des camions, des petits camions avec des orchestres, et derrière la foule qui revenait. Alors le vidé, c'était principalement à la fin du défilé du Mardi Gras. Il y avait une partie vidée. Il y avait la sortie des balles. Ce n'était pas des boîtes de nuit à l'époque, c'était les balles titane, etc., qu'on appelait comme ça. Et après, les balles, les gens sortaient dans la rue et ils faisaient une sorte de vidé comme ça. Donc c'était le truc du matin. Et le mercredi décembre, il y avait le vidé. Là, on voit le Vaval sur la camionnette. Et le Vaval était brûlé à la fin du vidé de mercredi décembre. Mais à cette époque-là, donc là, on a une idée de la musique, on a une idée des costumes, on a une idée des décors. Mais moi, alors en tant que femme, je me pose la question, j'ai vu sur plusieurs photos, on ne voit pas beaucoup de femmes, à moins que ça soit dans les chars. Quelle était la place des femmes dans le carnaval à cette époque-là? Alors, la société, là, sur la photo qu'on a, on voit qu'il y a des femmes. Mais la société, comment dirais-je, se crispe dans les années 70, commence à ressembler à celle qu'on a aujourd'hui, et les hommes deviennent très agressifs vis-à-vis des femmes. Donc le carnaval devient une affaire d'hommes. Quand moi j'ai commencé, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans le carnaval. Et c'est quand va se créer cette notion de groupe, et les groupes qui existent aujourd'hui, qui vont sortir, c'est ce qui va permettre aux femmes de revenir dans les groupes de carnaval, parce qu'à l'intérieur d'un groupe de carnaval, les gens sont protégés. Ils se protègent l'un l'autre. Donc il y a des garçons d'un côté costauds et les femmes qui peuvent rentrer et ne plus se faire agresser. Donc les femmes vont réintégrer le carnaval après les années 70, 80, enfin dans ce truc. Parce que là, j'aimerais bien qu'on voit une photo. Alors vous m'avez dit que c'était l'une des premières femmes musiciennes, donc on va la dévoiler. C'est Nanou Dessout. Donc si on peut la voir à l'écran. Nanou Dessout, la première femme musicienne. Et qui était la fille d'un ancien maire de Pointe-à-Pitre, et qui était dans Plastic Boy, et qui était une des premières femmes qui a pu intégrer un orchestre de carnaval et qui jouait dans le groupe Plastic Boy. C'était une des tambouillées de Plastic Boy. Alors, je crois qu'il a du mal à trouver la photo. Oh, elle est au numéro 23. Je pense que ça va l'aider si je lui dis qu'elle est au numéro 23. Voilà, cette photo de Nanou Dessout au numéro 23. Et la photo, donc, on voit, c'est rue Frébeau, en fait. Voilà. La photo du vidé. Non, on n'en a pas. Si. C'est une dame avec un tambour qu'on ne voit qu'elle, mais bon, c'est pas très grave. On va la voir. Très grave. Oui. On n'a pas de numéro. On n'est pas numéroté cette photo. Bon, c'est pas grave. Mais si on passe toutes les photos, on va la trouver. C'est sûr qu'on va la trouver. Passe les photos en revue, on va tomber dessus. On va forcément nécessairement. Tomber dessus. Ça serait bien pas celle-là, ça c'est les masses Vieux-Fort. Ça c'est. Alors ça c'est à Tata Combo. À Tata, c'est l'ancêtre d'Akio pratiquement. Voilà, c'est le premier, ce qu'on peut qualifier de premier groupe à peau. Vous voyez, ils ont des petits tambours en métal, c'est des grosses boîtes métalliques de conserve avec les deux bondas, comme on dit, en peau. Bon, là, alors, on se situe quand même dans les années 80, Tata Combo. Oui. Celle-là, c'est sur la fin de Tata Combo, on est déjà au début des années 80. Et c'est ça qui va donner naissance à pratiquement les masses. Après. Oui, absolument. Oui. Et ils ont repris un peu... Parce que j'ai vu qu'Akio a déjà plus de 40 ans. Oui, enfin bon...
on va pas rentrer dans ce débat-là. Oui, je sais que c'est un débat qui est un petit peu particulier. Il semblerait qu'ils existaient déjà dans les années 80. Enfin, en 80, pas avant 80. Pas avant 80, c'est après Atata Combo. Après Atata Combo, c'est quand même ce groupe qui joue dans le premier disque de Kassav et qui accompagne avec de la musique des tambours de carnaval dans le premier disque de Kassav. Donc il a dû sortir dans les années 78, 79. Alors, juste une question, Loulou. Qu'est-ce qui crée l'origine même des groupes à Pau? À quel moment vraiment on bascule? Je pense que c'est la fameuse affaire Hugodeau. Oui, le préfet qui a interdit à Akio. Oui, alors j'ai des versions différentes. À l'époque, j'étais président. Oui. Et donc je me suis fait convoquer à la préfecture, à la sous-préfecture. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, donc il va y avoir plein de versions, évidemment, la version un peu idéologue. Bon, mais Hugodeau, c'était un préfet, je ne sais pas si... Il est sous-préfet d'ailleurs. Il était sous-préfet, pardon. Il était sous-préfet de Pointe-à-Pitre et c'était un adepte des familles nombreuses. Oui. Alors, Hugodeau, c'est le premier gars ici qui avait une voiture style Espace Renault, là. Les monospaces de l'époque. Les monospaces de l'époque, parce qu'il avait, je crois qu'il avait au moins 7 enfants, un truc comme ça. Et il a même écrit, d'ailleurs, un livre sur la famille nombreuse. Et donc, à l'époque, il habitait à la sous-préfecture à Pointe-à-Pitre et il voyait, voilà, Nani Dessoutes. Voilà. On peut revenir. Merci. Ouais, c'est bien elle. Voilà. Nani, en fait. Et qui était donc, voilà, la première fille qui a joué du tambour dans un groupe de masse. Et donc, Hugodeau, qui était un amoureux de la famille nombreuse, sous ses fenêtres, tous les dimanches, avait Akio qui venait jouer de la musique pour les gens qui étaient emprisonnés après les premiers attentats des années 80. Et alors, c'était pas le fait que les gens viennent jouer là qui l'ont choqué. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que lui m'a dit. Il me dit, par contre, ce qu'il ne supportait pas, c'est que les gens viennent avec des enfants et que lui disait que c'était une espèce de comment dirais-je, embrigadement mental des enfants, il y a un nom pour ça. Et c'est ça qui le choquait. Et donc, Hugodeau a fait une note aux renseignements généraux de l'époque, à la police, en leur disant, est-ce qu'ils peuvent faire savoir à ce groupe qu'il y a des choses qu'ils ne devraient pas faire. Alors, il y a eu une fuite sur le courrier qu'il a fait, mais j'ai copie de ce courrier-là, donc c'est des pièces qui existent. Et donc, il y a eu une fuite, il y a quelqu'un de la police qui a fait passer le papier aux gens d'Akio, qui effectivement ont un peu, à mon avis, surréagi, mais qui ont réagi à ça en faisant un grand courrier, en disant qu'on veut leur empêcher de faire les masques, etc., et qu'ils ont envoyé Hugodeau promener, et ils ont fait un appel de soutien en disant aux gens de venir les soutenir. Oui. Donc le dimanche après, je crois que c'était en 85 en fait. Hein. Oui. Et le dimanche d'après, évidemment, Akio, qui est un petit groupe de 40-50 personnes, s'est retrouvé avec un groupe de 500 personnes. Et là est partie l'histoire d'Akio et ça a gonflé. Moi, je m'en souviens parfaitement. J'y étais d'ailleurs. C'était bien sorti avec Akio, en effet. C'était quelque chose. Et il y avait des revendications à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi un tournant sur cette façon, ces revendications qu'on a l'habitude de faire? Après, c'était moi je ne sais pas mon truc. Le carnaval, c'est de la dérision et on s'est souvent caché derrière la dérision pour faire de la revendication. Pour moi, ce n'est pas le lieu de revendication, mais par contre, c'est un lieu d'expression souvent acerbe, qui peut être très violent au niveau de la parole, au niveau de la vue, sur les dysfonctionnements de la société, que ce soit les hommes politiques, l'Église, etc. Donc, moi, j'adhère complètement à cette idée-là. J'adhère un peu moins au truc revendication. C'est pas un espace politique, le carnaval.
C'est un espace de la société qui s'exprime en bien ou en mal sur des choses qui se font. Voilà. Mais c'est pas un lieu, pour moi, c'est pas un lieu de revendication au sens syndicaliste du terme ou politique du terme. C'était un peu court, on n'a pas malheureusement pu voir toutes les photos et ça je vous remercie. Vous nous avez donné une vingtaine de photos qui pour illustrer un peu cette évolution du carnaval. Donc là nous sommes dans les années en 2020, le GDFCF n'existe plus. Après je veux rajouter quand même, nous avons une caractéristique du carnaval guadeloupéen, au-delà de la musique, des décors, des costumes, mais c'est aussi notre organisation. On est l'un des rares à avoir cette organisation qui a souvent été copiée par d'autres carnavals, paradoxalement. Alors oui, on a une organisation alors, qui est extrêmement bénévole, et principalement bénévole, et qui souffre de ça d'ailleurs. Parce qu'on hésite, on est toujours en train d'hésiter entre le bénévolat dans lequel on est aujourd'hui et le professionnalisme. Et les deux voies ont leur danger. Donc rester dans un bénévolat absolu, c'est être condamné quelque part à ne plus pouvoir suivre l'importance que ça a pris. Et par contre aussi, passer dans un professionnalisme emporte un certain nombre de risques et qui est celui de perdre un peu l'âme du carnaval, etc. Donc il y a un chemin à créer, qui est en train d'être créé, hein, avec ça monte, ça descend, il y a comment dire, juste une dernière question. Oui. Est-ce que, en tant qu'ancien président de l'Office, on peut penser que d'ici quelques années encore, le carnaval puisse se professionnaliser et être un vecteur économique, de développement économique? Alors, c'est un vecteur important parce que les sommes qu'on investit dans le carnaval en Guadeloupe sont à peu près, ont un retour sur investissement d'environ 10 fois. Oui. Donc, c'est important. Et on est déjà dans la professionnalisation, avec un exemple de Gimbo All Star, je ne sais pas si on aura là, où on voit déjà qu'ils sont dans cette... qui sont en termes de création d'emplois. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens, pendant cette période-là, qui travaillent pour Gimbo. Ils ont un site Internet, un peu comme on voit à ce qui se fait un peu à Trinidad. Voilà, tout à fait. Voilà. Bien, merci. C'est toujours trop court. Oui, c'est toujours trop court. On devait même parler de cinéma. Très rapidement, le nom du film, quand même, à voir cette semaine. Emmett Till, donc à voir, c'est Le combat d'une femme. C'est un film d'une Nigériane, américano-nigériane. C'est un très beau film. Je vous conseille de le voir ce week-end. On n'a pas pu malheureusement faire gagner une place de cinéma. Ça sera pour la prochaine fois. On le fera. Je vous promets, on le fera. Emmett Till, un film effectivement visage d'une révolution. Film à voir et à revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a commencé Carnaval ce matin avec, bien sûr, le groupe Kozeika. Il n'y a que des femmes. 15 femmes qui sont venues ici en direct faire un show pratiquement. Et puis on a reçu Jacques Bangou et Madame Lopin pour parler d'un problème très grave qui se pose, c'est le problème des sols vivants en Guadeloupe. Parce que Jacques Bangou a dit quelque chose d'extrêmement important. Dans quelques années, peut-être Petit Pérou, il faudra absolument tout revoir. L'extension économique, etc. Petit Pérou, ça ne tiendra pas parce que à cause de la montée des eaux, et Fiona a été une alerte importante et qui a fait une prise de conscience. Donc il y a un atelier qui a été mis en place pour Cap Excellence. J'espère que les autres lieux comme la région du Gosier, mais aussi Pointe-à-Pitre, surtout le visage de Pointe-à-Pitre, qui va peut-être changer. Peut-être que dans quelques temps, la place de la Victoire ne sera plus ce qu'elle est, parce que les eaux commencent à monter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Le carnaval commence... Il a commencé, puisque les routes de Pointe-à-Pitre sont bloquées, je le disais, vendredi, samedi, dimanche. Et je donne un dernier rendez-vous, parce qu'on a eu Amel Fatia du MAC qui donne un rendez-vous ce week-end pour les masses à ruban. C'est quelque chose de très symbolique qui va être organisé par Raymond Tourin. Rendez-vous donc au MAC à partir de 15h, ce sera lundi. Merci en tout cas. Merci Marilène. Merci Louis Colomb. Louis Colomb, je le redis une dernière fois, il faut écrire un livre. Et je le dis en direct. Bon, voilà, c'est fini. Un jour, j'avais trouvé le temps. Oui, réalisation Jordan avec Mélanie, avec soutenu par Enjoana. On se retrouve la semaine prochaine après le carnaval.